à tous, heureux de vous retrouver sur Global Africa et l'issue des fréquences protestantes pour notre interview politique spéciale européenne. Je reçois aujourd'hui Shannon Seban, candidate sur la liste Besoin d'Europe menée par Valérie Ayé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis accompagné de Steven Augusto, journaliste chez Fréquences protestantes. Je disais, vous êtes candidate aux côtés de Valérie Ayé sur la liste Besoin d'Europe. Les Français, au regard des sondages, placent largement Jordan Bardella en tête pour le week-end prochain. Pensez-vous que les Français ont réellement besoin d'Europe, et surtout de l'Europe que vous défendez? Plus que jamais, je suis convaincue que les Français ont besoin d'Europe le 9 juin prochain et dans les années à venir. Et véritablement, le projet que nous portons avec Valérie Ayé, c'est de dire que l'Europe, au quotidien, nous protège, que l'Europe agit près de chez vous et que l'Europe, c'est du concret. Donc, alors que la guerre est aujourd'hui aux portes de l'Europe, alors que notre Europe, pour reprendre les termes du président de la République Emmanuel Macron, est mortelle, eh bien oui, le 9 juin prochain, il s'agira de faire un choix qui est très clair dans l'isoloir, qui est celui de déposer dans l'urne un bulletin pour une liste profondément pro-européenne. Et le projet que nous portons aujourd'hui avec Valérie Ayé, c'est de faire en sorte que nous puissions bâtir ensemble les conditions rendant possible une Europe puissante sur un bon nombre de sujets, sur les sujets économiques, sociaux, environnementaux, de faire en sorte d'avancer sur les sujets d'Europe de la défense, sur les sujets d'Europe de la santé. Et donc oui, aujourd'hui, moi je le dis et je le redis matin, midi et soir, cette Europe, elle est mortelle. Et quand je vois les extrêmes, effectivement, comme vous le rappeliez à très juste titre, être qui est en tête des sondages. Voilà, moi je vous le dis très sincèrement, c'est pas une fatalité. Et l'enjeu, et moi j'invite ici les Françaises et les Français qui nous écoutent et qui nous regardent à se rendre compte des enjeux de ces élections, c'est de faire en sorte de ne pas envoyer un bataillon de députés d'extrême droite au Parlement européen. Pourquoi ? Parce que ces députés n'ont que faire de l'Europe. Parce que le Rassemblement national, moi je le dis, n'ont qu'un seul objectif, ce n'est pas de parler d'Europe, mais c'est d'utiliser ces élections européennes comme un tremplin pour 2027. Et il y a ici quelque chose d'extrêmement égoïste. Nous sommes les seuls aujourd'hui, dans cette élection, à parler d'Europe. Et donc moi j'invite aujourd'hui les Françaises et les Français qui veulent continuer à bâtir une Europe de paix, une Europe de solidarité, une Europe de progrès, de démocratie et de valeurs, à voter pour la seule liste pro-européenne dans cette élection, la liste de Valérie Ayé. On va faire simple, concrètement. Qu'est-ce que l'Europe peut changer dans la vie d'un jeune de Seine-Saint-Denis ? Alors, c'est une très bonne question et vous parlez justement ici à une jeune de Seine-Saint-Denis puisque je suis née à Rosny-sous-Bois, à Bagnolet, j'ai grandi à Rosny-sous-Bois où je suis aujourd'hui élue et où je vis. Concrètement, c'est ce qu'on a essayé avec les militants de la majorité présidentielle dans le département de défendre, c'est que l'Europe c'est du concret et que l'Europe agit concrètement pour améliorer votre quotidien à 2 pas de chez vous. Alors moi je donne souvent cet exemple. À Pantin, des pistes cyclables ont pu être aménagées grâce à des fonds européens. La basilique cathédrale de Saint-Denis, qui est un joyau de l'ère gothique, a pu bénéficier de fonds européens pour rénover les vitraux de son déambulatoire. Qu'à Bondy, c'est un incubateur qui accompagne des jeunes entrepreneurs qui a bénéficié de fonds européens. Le plan France Relance, qui a permis de rénover des lignes industrielles dans notre pays, a été financé grâce au plan de relance européen. C'est ça aujourd'hui l'Europe. Et vous me parliez à très juste titre de la jeunesse de Seine-Saint-Denis, puisque nous sommes un des départements les plus jeunes de France métropolitaine. 40% de la population a moins de 25 ans. Moi, je veux rappeler que ce sont des milliers de jeunes en Seine-Saint-Denis qui bénéficient du programme Erasmus+, et qui peuvent aujourd'hui voyager à l'étranger, en Europe, pour accroître leurs compétences ou réaliser un stage et ainsi renforcer leur employabilité. Tout ça, c'est grâce à l'Europe. Et malgré ce bilan, votre liste n'arrive pas à décrocher, même être talonnée par le Parti socialiste. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement ? Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en avant tout ce que vous faites ? Alors, concrètement, moi, je vous donne ici mon ressenti du terrain, puisque je sillonne le département de la Seine-Saint-Denis depuis des années maintenant. Et dans le cadre de cette campagne, j'effectue aussi un petit tour de France à la rencontre de notre jeunesse, et notamment la jeunesse des quartiers qui me tient particulièrement à cœur, puisque je suis moi-même issue des quartiers. Moi, je crois que dans cette élection européenne, on a une double barrière à franchir. La première barrière, c'est la barrière de la connaissance des institutions européennes. Et quand vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas ce qu'est l'Europe.
Et donc naturellement, ils n'ont pas ici une tendance à vouloir se déplacer aux urnes le 9 juin prochain parce qu'ils ne savent pas ce qu'est l'Europe. Ils ne savent pas ce que sont les institutions européennes, ils ne savent pas ce qu'est le Parlement européen et ce qui s'y joue. Et donc on a un travail de pédagogie dans un premier temps à faire, une démarche d'aller vers la population pour expliquer ce qu'est l'Europe. Et puis ensuite, il s'agit de vendre notre programme. Aujourd'hui, nous avons réussi en 5 ans, sous l'impulsion du président de la République Emmanuel Macron, à changer l'Europe. La France a changé l'Europe. La France n'a jamais été aussi influente au Parlement européen et au sein des institutions européennes qu'avec Emmanuel Macron et qu'avec notre majorité. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que Valérie Ayé, c'est une des députées les plus influentes au Parlement européen, que c'est grâce à notre majorité présidentielle au Parlement européen que nous avons voté le pacte asile et migration, que nous avons voté le soutien à l'Ukraine face à la Russie dans cette guerre, que nous avons voté le plan de relance européen, la réforme de la politique agricole commune. Sans le soutien de notre majorité et le travail de nos députés, nous n'aurions pas pu avancer sur tous ces sujets. C'est pas la personnalité de votre leader, du chef de l'État qui vous fait défaut aujourd'hui concrètement. C'est pas la personnalité du président de la République qui engrange ces mauvais résultats. C'est pas lui qui est trop clivant aujourd'hui. Absolument pas. Et moi, je vais vous le dire ici, en connaissance de cause, on a aujourd'hui un président de la République qui est extrêmement courageux et qui n'a eu de cesse de jouer un rôle moteur à l'échelle de l'Union européenne sur un bon nombre de sujets. Quand vous parlez à nos partenaires européens, tous reconnaissent de façon unanime que le président de la République, notamment sur le soutien à l'Ukraine, dès le premier jour, a joué un rôle moteur. Que ce soit sur les relations entre l'Union européenne et l'Afrique notamment, moi je crois beaucoup à la relation entre l'Union européenne et l'Afrique, le président de la République a joué un rôle moteur. Sur l'Europe de la santé après la crise de la Covid-19, sur le plan de relance européen, le président de la République a joué un rôle moteur. Donc moi je crois qu'aujourd'hui on a un président de la République qui est extrêmement courageux, mais forcément, effectivement, parce qu'il assume de porter un discours de vérité aux Français, eh bien vous avez face à cela des oppositions politiques qui en profitent pour manipuler. Parlons des jeunes et de l'abstention avec Steven. Les taux d'abstention pour ces élections sont souvent assez vertigineux. En 2019, 60% des jeunes Français avaient soi-disant piscine. Comment comptez-vous amener ces jeunes aux urnes et surtout, comment comptez-vous les mobiliser ? Vous savez, il y a aujourd'hui, je crois profondément, plusieurs façons d'intéresser la jeunesse aux élections, que ce soit d'ailleurs tout type de scrutin, les élections locales, législatives, présidentielles, régionales, départementales et européennes. Moi, je ne crois pas au discours selon lequel les jeunes se désintéressent de la politique. Moi, ce que je vois en Seine-Saint-Denis, c'est qu'au contraire, on a aujourd'hui une jeunesse qui s'intéresse plus que jamais à la politique et qui a envie justement d'y contribuer, d'y participer. J'ai échangé il y a quelques jours justement avec des jeunes engagés au sein d'un conseil municipal des jeunes à Bondy et qui portent aujourd'hui un discours d'avenir sur les sujets européens, qui sont profondément pro-européens et qui ont envie de jouer un rôle dans les années à venir et de s'engager d'abord à l'échelle locale et ensuite à l'échelle nationale. Donc notre jeunesse, et moi je veux ici couper court à tous les discours qui font croire que la jeunesse se désintéresse de la politique, c'est faux. Maintenant, sur cette élection, ce que nous portons avec Valérie Ayé, c'est justement de montrer que l'Europe agit pour notre jeunesse. Et donc, ce que nous portons au sein de notre programme, c'est de pouvoir faire en sorte d'augmenter considérablement le nombre d'universités européennes à l'échelle 2030, de faire en sorte de renforcer le budget d'Erasmus, de créer un passe-rail européen qui permettra à tout jeune européen et notamment donc à tout jeune français de voyager à travers le continent européen et de découvrir d'autres cultures. On défend aujourd'hui un bon nombre de mesures. Et moi, je crois que ce qui intéresse également les jeunes, c'est aujourd'hui l'environnement. Et nous sommes aujourd'hui la seule liste candidate aux élections européennes qui défend aujourd'hui un bilan, mais aussi un programme, un projet qui permet d'apporter des solutions d'avenir concrètes et atteignables sur les sujets environnementaux. Et certains pays proposent de baisser le droit de vote à 16 ans. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ?
Moi, ce que je crois sur cette question-là, c'est que nous avons besoin, bien évidemment, de créer aujourd'hui une conscience citoyenne, notamment en amont des élections. C'est une conscience qui doit se construire au quotidien. Et moi, je crois que l'on ne doit pas aujourd'hui appeler les jeunes à voter seulement un mois avant les élections, comme voilà, parfois c'est le cas pour certaines élections. Nous avons fait le choix avec notre majorité de parler aux jeunes toute l'année, matin, midi et soir, et pas seulement comme le font certains partis politiques, et vous savez très bien ce que je vise ici, je pense bien évidemment aux extrêmes, qu'ils se situent à la droite ou à la gauche, qui utilisent aujourd'hui nos jeunes électeurs en diffusant de très beaux discours qui sont très séduisants, mais qui ne sont absolument pas atteignables. Donc, abaisser l'âge de la majorité pour pouvoir inciter les jeunes à voter, pourquoi pas, mais je crois que la conscience citoyenne, elle s'inculque dès le plus jeune âge, et de façon prolongée et pérenne. Une chose est certaine, c'est que votre parti n'est pas celui de la jeunesse. Selon une dernière étude de la Fondation Jean Jaurès, Renaissance n'attire que 3% des jeunes, là où le RN recrute, j'ai envie de dire, 17% de la jeunesse, 17% des jeunes qui se disent proches des idées du Rassemblement national. Bien sûr. Quel constat faites-vous ? Ce constat, moi je vais vous le dire, effectivement, vous parlez ici des sondages, et notamment de ces 3% qui suivraient la ligne de la majorité. Moi je vous le dis ici en connaissance de cause, quand je sillonne le terrain et quand je vais à la rencontre des jeunes de notre pays, très sincèrement, ils sont séduits par les discours parfois de Jordan Bardella, mais ils savent véritablement que derrière, c'est le creux, c'est le vide, c'est le néant. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais à Poitiers en déplacement et j'ai été interpellée par un groupe de jeunes sur une terrasse. Ils me disaient avoir été interpellés par les propos de Jordan Bardella sur TikTok. Et ils m'ont demandé, mais madame, ce banc, on a entendu Jordan Bardella nous dire qu'il était faux de dire qu'il ne travaillait pas au Parlement européen et que les 21 amendements, vous savez, on a souvent entendu ce sujet-là, que le fait qu'il n'avait déposé que 21 amendements au Parlement européen ne signifiait pas qu'il ne travaillait pas. Donc, si vous voulez, cet argument-là, moi je l'ai déconstruit avec eux. Et ensuite, ils ont pris mon programme, ils ont pris le programme de Valérie Ayé, mon petit papier, ils se sont dit on va le lire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici d'expliquer les choses. Et j'ai recontextualisé tout cela. Je leur ai dit que Manon Aubry, côté la France Insoumise, elle, avait déposé plus de 3000 amendements pendant 5 ans au Parlement européen. Que Stéphane Séjourné, qui était le président de notre délégation des députés français de la majorité, avait déposé environ 1200 amendements. Et que Jordan Bardella avait déposé 21 amendements en 5 ans. Il y a une échelle de valeur qui est ici très claire. Et ils se sont rendus compte par eux-mêmes que oui, il y avait tout de même un gap qui était assez important. Et que l'échelle de valeur aujourd'hui, elle voulait dire quelque chose. Donc il s'agit aujourd'hui de faire un travail de pédagogie, de déconstruire aujourd'hui les faux discours et les beaux discours qui ne visent qu'une seule chose, c'est que séduire un électorat avec le néant derrière. Parlons d'écologie avec Steven. Vous proposez l'extension de la taxe carbone aux frontières à de nouveaux secteurs comme l'automobile à partir de 2026. Le Parti socialiste souhaite, dans son programme, l'imposition de la taxe carbone à tous les produits et services. Pourquoi ne pas faire la même chose ? Vous me parlez ici du programme politique de nos oppositions. Moi, je vais ici vous parler de notre bilan. Votre tête de liste disait qu'elle et M. Glucksmann votaient quasiment les mêmes tests à 90% au Parlement. Mais tout à fait. Bon, d'ailleurs, M. Glucksmann, on pourra y revenir, mais il ne travaille pas avec les sociodémocrates au Parlement européen. Il est d'ailleurs assez isolé au sein de son même groupe politique. Moi, ce que je veux vous dire véritablement, c'est que les sujets écologiques, les sujets environnementaux font partie intégrante de notre action au Parlement européen depuis 2019 et même avant, avec le président de la République Emmanuel Macron depuis 2017. On a quand même réussi à mettre sur pied un pacte vert, un Green Deal, avec des objectifs très ambitieux pendant ces 5 ans. Notamment le fait que tous les États membres de l'Union doivent se diriger vers une neutralité carbone d'ici à 2050. Le fait que nous souhaitions ici convertir le parc automobile européen vers un parc automobile respectueux de l'environnement, mêlant à la fois électrique et hybride, en mettant fin à la vente de véhicules thermiques neufs d'ici à 2035, et puis par ailleurs en mettant en place un fonds social climat. Ce fonds social, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds social qui permettra à nos ménages européens de basculer vers une rénovation énergétique des logements, de pouvoir acquérir un véhicule qui soit propre et respectueux de l'environnement. Et puis, dans notre programme, si je devais ici vous citer une proposition sur les aspects environnementaux, on défend le pacte bleu.
Ce pacte bleu qui concrètement assume de dire qu'aujourd'hui, nos océans sont au cœur de notre politique et de notre enjeu environnemental. Et donc nous voulons ici faire en sorte de pouvoir protéger la biodiversité marine, protéger nos ressources halieutiques et protéger nos eaux territoriales. Et c'est une demande très forte aujourd'hui de la part des acteurs du secteur. Et sur la taxe carbone. Et on a mis en place la taxe carbone aux frontières, on lutte par ailleurs contre la déforestation. Moi, vous savez, je suis aujourd'hui pour une écologie qui soit conciliable avec les aspects économiques. Et donc vous me citiez ici la taxe carbone aux frontières, je pourrais par ailleurs vous citer les accords de commerce internationaux, comme notamment, moi j'entends beaucoup de nos opposants politiques qui nous disent qu'il faudrait mettre un terme pour des questions environnementales à tous les accords de commerce internationaux. C'est faux. C'est faux parce que tout agriculteur sérieux vous dira qu'il a besoin d'exporter aujourd'hui et de commercer avec l'international. Et donc par exemple, sur l'accord UE-Mercosur, on a décidé de mettre un terme à cet accord, de ne pas le ratifier parce qu'on considérait qu'il n'allait pas dans le bon sens, notamment sur le respect des enjeux environnementaux. Et c'est ça aujourd'hui notre ligne véritablement, c'est de se dire que nous souhaitons bâtir aujourd'hui les fondements d'une Europe non pas naïve, mais d'une Europe lucide et souveraine, capable de faire ses propres choix. Il fallait un peu plus de protectionnisme européen. Il s'agit ici d'avoir dans les taxes. Mais il s'agit ici de faire preuve de lucidité et de défendre aujourd'hui une Europe qui serve bien évidemment nos propres intérêts. C'est pour ça que nous préférons aujourd'hui faire appel au Buy European Act, à avoir une préférence nationale sur certains marchés publics pour faire en sorte de promouvoir aujourd'hui nos savoir-faire français, par exemple, d'acheter en européen pour pouvoir faire face aux grandes puissances. Et je vous donne ici un exemple, on va basculer de l'environnement à la défense, mais on l'a bien vu lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nos capacités de fourniture d'armes à l'Ukraine sont limitées. Et c'est pour ça que ce que nous voulons, c'est faire en sorte de bâtir une industrie européenne de la défense en provoquant un choc d'investissement dans nos industries de défense. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, les États-Unis investissent 800 milliards d'euros par an dans leur industrie de défense contre 270 milliards pour l'Europe. Il y a quand même ici un écart qui est considérable. Et si en 2024, en novembre 2024, Donald Trump arrive au pouvoir, il prône une sortie de l'OTAN et potentiellement c'est notre capacité militaire qui sera mise en péril. Nous devons être ici souverains, d'où la nécessité dans notre programme d'insister sur la construction d'une industrie européenne de défense. Belle transition, on va parler d'Ukraine. Est-ce que la solution à ce conflit pour vous, à l'heure actuelle, est uniquement militaire? Non, absolument pas. Et je vais vous le dire ici en connaissance de cause. Le président de la République, dès le début de ce conflit, a apporté sans aucune ambiguïté son soutien à Vladimir Zelensky et véritablement au peuple ukrainien pour faire face à l'oppression du régime totalitaire de Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que ce qui se joue en Ukraine, c'est également un combat qui est mené pour la sécurité des Français. Et je crois profondément aujourd'hui que la guerre qui est en train d'être menée, la résistance qui est en train d'être menée par le peuple ukrainien face aux Russes, c'est aussi et surtout notre sécurité qui est en jeu. Jusqu'où doit aller le soutien de la France? Est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir? Vous savez, le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, rien n'est à exclure. Parce que de l'autre côté, l'ennemi commun que nous avons toutes et tous, c'est un Vladimir Poutine qui n'exclut rien non plus. Et si aujourd'hui la Russie gagne cette guerre contre l'Ukraine, c'est aussi une victoire psychologique. C'est une victoire psychologique parce que qui nous dit que demain, il n'attaquera pas d'autres pays européens dont la France? On a affaire face à nous à un Vladimir Poutine qui n'a pas de limite. Et c'est de cela aujourd'hui dont il est question. Donc moi je vous le dis ici, le président de la République effectivement n'exclut rien. Cela ne veut pas dire qu'il appuiera sur le bouton de l'arme nucléaire ou qu'il envoiera des troupes demain en Ukraine. Et je veux ici qu'on coupe court à toutes les rumeurs et toute l'instrumentalisation politique qui est faite par certains opposants à des fins électorales. C'est l'envoi des instructeurs militaires en Ukraine. La ligne du président de la République et la ligne de notre majorité et de notre diplomatie, elle est très claire. Aujourd'hui, nous n'excluons rien pour faire face à un ennemi commun qui est Vladimir Poutine. Il y a aussi une autre guerre, c'est la situation à Gaza. Est-ce que vous condamnez les attaques de l'armée israélienne à Rafah?
De la même façon, et je vous le dis ici, de la même façon que je condamne sans aucune ambiguïté les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre en Israël, et ça je veux aussi qu'on remette les choses dans leur contexte, il y a eu un agresseur et un agressé, je condamne bien évidemment les frappes israéliennes à Rafah, puisqu'il y a quand même des morts civils dans ce conflit, du côté israélien comme du côté palestinien, et je suis profondément attachée à une paix durable dans la région. Cette paix durable aujourd'hui, elle doit passer par une libération des otages. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on a 2 de nos compatriotes français qui sont encore retenus dans les mains des terroristes du Hamas à Gaza, et c'est inacceptable. On va essayer de clarifier les choses. Quelle est la ligne de votre parti sur la reconnaissance actuelle d'un État palestinien ? La ligne de notre majorité sur la reconnaissance d'un État palestinien, c'est la ligne de la diplomatie française qui est portée par Emmanuel Macron et par Stéphane Séjourné, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes, et je le dis et je le redis, favorables à la reconnaissance d'un État palestinien. Pourquoi ? Parce que cette reconnaissance permettra d'aboutir à terme à une paix durable dans la région. Donc cette reconnaissance-là, elle est nécessaire, elle est légitime. Mais il ne s'agirait pas de le faire sous le coup de l'émotion, et il s'agirait aujourd'hui que les conditions soient réunies. Et à l'heure où je vous parle, les conditions de cette reconnaissance ne sont pas réunies. Le président Emmanuel Macron, d'ailleurs, a échangé avec Mahmoud Abbas pour justement faire en sorte de pouvoir aboutir à une réforme de l'autorité palestinienne. Il faut que d'un côté comme de l'autre aujourd'hui, pas majoritaire aujourd'hui, des efforts soient faits pour faire en sorte que cette reconnaissance est un effet qui porte ses fruits. On a certains pays comme l'Espagne qui a décidé de reconnaître... L'Espagne, l'Irlande, la Norvège. Voilà, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, qui sont 3 États qui ont décidé de reconnaître l'État palestinien. Pour moi, c'est précipité. Et ce que je crois aujourd'hui véritablement, notamment aux côtés de l'Allemagne et du Portugal, puisque l'Allemagne et le Portugal sont aux côtés de la France dans cette posture, que oui, il faut la reconnaissance d'un État palestinien, mais à un moment opportun et qu'il sera utile. Immigration, on a pris par le temps. Oui ou non? C'est la réponse à la question. Est-ce que l'immigration est une chance aujourd'hui pour l'Europe? Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on a vu en Italie, je pars d'un constat du terrain, c'est qu'on a eu une extrême droite au pouvoir, via la voix de Giorgia Meloni en Italie, qui a voulu mettre un terme à l'immigration dans son pays, et qui s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas fonctionner sans l'immigration. Moi, je vous le dis ici, on a fait partie d'une majorité qui a défendu un texte avec Gérald Darmanin, qui est le projet de loi immigration, qui visait notamment à régulariser les personnes qui travaillent dans notre pays, dans les métiers en tension, et à régulariser leur situation. Moi, aujourd'hui, je suis favorable à une immigration qui soit intégrée dans de bonnes conditions dans notre pays. Donc, si on décide aujourd'hui de faire une immigration illimitée, mais qu'on ne peut pas accueillir de façon digne. Et c'est ça aujourd'hui la question qu'il se pose. C'est d'avoir une immigration digne dans notre pays. Effectivement, aujourd'hui, on peut avoir de l'immigration dans notre pays, j'y suis favorable, mais une immigration qui soit intégrée de façon très digne, qui puisse travailler, avoir un logement et construire une vie de façon sereine dans notre pays. Et la question qui fâche, est-ce qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance en France aujourd'hui? Vous parlez ici à quelqu'un qui est issu de parents immigrés. Ma mère est née au Maroc, mon père est né en Algérie, donc je suis une fille d'immigrés. Et votre département souffre de beaucoup de clichés. Absolument. Voilà. Et vous avez ici devant vous une femme qui est déterminée plus que jamais à déconstruire les stéréotypes et les clichés qui pèsent sur les habitants de Seine-Saint-Denis. Et moi, je n'accepte pas aujourd'hui qu'on puisse faire un lien de façon systématique entre l'immigration et la délinquance. Alors, il y a des chiffres, bien évidemment, qui prêtent à confusion, mais je ne veux pas ici qu'on fasse un lien systématique sur ces questions-là. Nous avons besoin aujourd'hui d'immigration dans notre pays parce que l'immigration, c'est la diversité, parce que l'immigration, c'est ce que nous souhaitons porter aujourd'hui en France, c'est le visage de la diversité, du pluralisme que nous souhaitons porter dans notre pays. Et moi, je suis fière aujourd'hui que nous ayons aujourd'hui une immigration qui veuille s'installer dans notre pays. L'ancien maire de Rosny-sous-Bois, Claude Capillon, que vous connaissez bien, déclarait dans Le Parisien à votre sujet, elle est plus faite pour avoir un mandat de député ou eurodéputé. Jacques Attali, avec qui vous avez travaillé, estime également que vous avez les qualités. Vous avez été battu lors des législatives en 2022. Dans quel état d'esprit vous abordez cette élection? Plus combatif que jamais. Plus combatif que jamais parce que je vais vous le dire, la résignation ne fait pas partie de l'ADN de la maison. Moi, j'ai été élevée dans une famille où on a la culture du lever tôt, du travailler dur et où on se bat pour atteindre ses objectifs. J'aime mon pays. J'aime la France et je suis effectivement déterminée à porter au Parlement européen
Dès le 9 juin prochain, la voix de notre majorité, la voix de notre jeunesse et un bon nombre de combats qui m'animent, comme la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et la haine de l'autre. Donc je continuerai à me battre, que ce soit lors de ces élections européennes, lors de prochains scrutins, parce que j'aime mon pays, j'aime la France et que j'ai aujourd'hui envie de pouvoir porter haut et fort ses couleurs. Merci Shannon Seba, merci Merci à vous. Steven, merci à vous chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.